Bienvenue à la Maison de la Mutualité donc pour cette séquence autour des sujets donc, du Web3, des crypto-monnaies, des tokens. Je vous avoue que quand j'ai vu en fait le titre de la conférence Riders on the Storm, je me suis dit que ça correspondait parfaitement à ce qu'on venait de vivre dans les cryptos pendant un an. Ça a été la tempête, il s'est passé plein de choses, mais en même temps, on sait qu'il y a des riders, des gens qui sont toujours là. Comme Alain l'a dit mardi soir, il y a des entreprises qui se développent dans cet écosystème. Je pense à Waltio qui est présent ici, mais il y a plein d'autres entreprises. Et puis au-delà des entreprises, il y a aussi un événement important en 2023, donc, qui est MiCA, cette régulation. Et donc on a voulu organiser une demi-heure d'échange avec les régulateurs au niveau français et européen. Donc nous avons Benjamin et Charles. Si vous pouviez juste, avant qu'on démarre, vous présenter rapidement et dire ce que vous faites à l'AMF et à l'ESMA. Alors, je commence. Donc, je suis effectivement, je suis Benjamin. Je travaille pour l'autorité européenne des marchés financiers. Je fais partie de l'équipe Digital Finance and Innovation, qui est l'équipe qui s'occupe de coordonner un peu les travaux de l'ESMA sur tous les sujets innovation, qui inclut évidemment MiCA, mais aussi les dossiers tels que la cybersécurité ou, pour ceux qui connaissent, le DLT Pilot Regime. Voilà, j'ai rejoint l'ESMA il y a une dizaine d'années, donc moi je viens de la finance plus traditionnelle. Je travaillais avant sur un texte qui s'appelle MiFID, donc qui est vraiment la réglementation des marchés de capitaux, et avant ça, je travaillais dans une banque sur les activités de front office. Donc voilà, je viens de la finance traditionnelle et aujourd'hui je travaille sur ces sujets crypto. Peut-être aussi juste pour présenter très rapidement l'ESMA, parce que je ne sais pas si c'est une autorité qui est toujours bien connue. Donc on est effectivement l'autorité européenne des marchés financiers. C'est important de dire qu'on est un petit peu différent de l'AMF. On est peut-être plus axé sur la définition des règles que sur leur application. On a certains mandats de supervision de certaines entités, notamment les agences de notation, mais sinon pour la plupart des entités financières, voilà, on écrit les règles qui après sont appliquées et sont supervisées par les autorités nationales. Eh ben, c'est parfait. Et alors Charles? Bonjour à tous, Charles Moussy, je suis le directeur de l'innovation et de la finance digitale de l'AMF. L'AMF, vous connaissez sans doute un petit peu plus, c'est donc le régulateur des marchés financiers français. Et mon équipe est plus particulièrement en charge d'identifier et de contribuer aux réflexions, à la fois françaises, européennes, avec l'ESMA évidemment, et internationales, sur la construction de la réglementation dans l'innovation, la finance digitale, la blockchain, les cryptos, et également, et c'est un point très important de l'activité de mon équipe, de rencontrer l'écosystème, les fintechs. Et donc on est en charge de ce qu'on pourrait qualifier le FinTech Hub de l'AMF, donc le point de contact des fintechs à l'AMF. Super, merci. J'aurais une question toute simple, c'est est-ce que vous pourriez et rapidement nous rappeler juste la philosophie de MiCA, c'est-à-dire qu'effectivement les crypto-monnaies, on en parle maintenant depuis presque 10 ans. MiCA a quelques mois. Alors on sait qu'en France, on a eu la loi Pacte, donc une régulation du secteur dès 2019. Mais pourquoi finalement on a mis en place MiCA et quel impact ça a pu avoir sur le secteur? Alors sur le pourquoi, l'objectif principal, je crois que c'est de combler un vide juridique, c'est-à-dire qu'avant MiCA, les cryptoactifs étaient un peu des objets juridiques qui n'étaient pas vraiment identifiés. Le marché, cependant, avait atteint une certaine maturité, beaucoup de transactions, le nombre de transactions augmente, beaucoup d'investisseurs, donc il y avait un besoin d'accompagner un peu le développement de cette industrie, de permettre une protection des investisseurs peut-être plus efficace et aussi une compétition entre les différents acteurs peut-être un peu plus réglementée. Donc voilà l'idée générale derrière MiCA. C'est peut-être important de dire aussi, pour ce qui est plus de la philosophique, de rappeler que MiCA, en fait, c'est quand même un texte qui a été négocié avant la tempête justement des cryptos. Et donc qui n'est pas un texte fondamentalement, qui n'est pas un texte radical dans les propositions qu'il fait, qui est un texte qui reste quand même sur des propositions assez souples, qui est un texte qui vise à accompagner le développement de cette industrie, qui est un texte qui de toute façon est vu comme une première pierre d'un édifice à construire, mais je crois que c'est important de rappeler que ce n'est pas un texte qui est radical dans sa nature. D'accord, ok. Et alors justement, vous Charles, c'est vrai que donc en France, on a commencé plus tôt. Et on dit souvent que ce qui a été fait en France a inspiré très largement ce qui a été fait sur MiCA. Est-ce que c'est le cas?
En fait, je pense, en France, le législateur comme les autorités ont toujours vu MiCA en quelque sorte comme une évidence. On avait construit assez tôt, et on est un des premiers en Europe à le faire, un cadre ad hoc pour les cryptoactifs. Donc c'était la loi Pacte en 2019, avec notamment l'enregistrement et l'agrément PSAN que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais dans le monde des cryptos, comme plus que d'ailleurs dans d'autres secteurs, c'est très difficile évidemment d'enfermer à la fois les acteurs, les consommateurs dans des frontières. Et donc il fallait de toute façon avancer vers un cadre harmonisé et européen. Et ce cadre, il est important et qu'il soit développé au niveau européen, justement pour permettre d'avoir les mêmes règles pour tous. Actuellement, il y a 27 pays en Europe, 27 règles différentes pour les cryptos. C'est clairement pas satisfaisant à la fois pour les acteurs et pour les consommateurs. Il faut qu'aussi le cadre il soit plus étendu qu'actuellement, puisque actuellement il concerne, en tout cas pour son volet obligatoire, que les prestataires de services sur actifs numériques. Demain, avec MiCA, il y aura des règles qui concerneront à la fois l'émission, le marché secondaire, les abus de marché, des règles spécifiques par exemple sur les stablecoins. Donc tout ça, ça permettra d'avoir un cadre plus protecteur et plus large. Et puis, pourquoi aussi MiCA, et pour répondre à la philosophie de MiCA, je pense que c'est important d'avoir une réglementation qui est équilibrée. Et je pense que l'équilibre, pour beaucoup de régulateurs et en particulier pour les autorités, ça a été la philosophie aussi de ce texte, et en particulier c'est comme ça que les co-législateurs européens l'ont construit. L'équilibre, c'est quoi? C'est un cadre qui soit à la fois propice à l'innovation, qui ne bride pas l'innovation, qui prenne en compte les particularités, par exemple les particularités de la blockchain, des cryptoactifs, pour construire des règles qui peuvent être adaptées à cet écosystème, mais aussi protecteur, on en a un petit peu parlé, on en redira évidemment un mot, protecteur pour les consommateurs et qui permettent aux acteurs aussi d'évoluer dans un cadre plus sécurisant. Je vais juste quand même me faire le porte-parole d'une partie justement des acteurs de cet écosystème. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir justement trouvé le bon équilibre entre la protection justement du consommateur et en même temps le soutien du secteur, parce qu'on sait que des règles trop contraignantes, surtout quand on essaie d'innover, bien ça peut limiter cette innovation. Vous avez le sentiment d'avoir plutôt trouvé le juste milieu à ce niveau-là? Moi d'abord. Alors, je rappellerai déjà que l'AMF n'est pas législateur, hein, donc c'est pas à nous de faire les règles. Nous, on prend les règles comme elles sont, donc à la fois au niveau français avec la loi Pacte et au niveau européen. Après, en effet, je pense, si l'on compare en tout cas MiCA par rapport aux autres réflexions au niveau international, je pense qu'on peut clairement dire que la position qui a été choisie par le législateur européen, elle est équilibrée. Je ne vais pas prendre des cas particuliers, les États-Unis ou même la Chine ou autres, qui ont des positions très tranchées sur le sujet des cryptos. À l'inverse, la réglementation Pacte, je crois qu'on en dira un mot, hein, c'était évidemment une très bonne première étape, mais c'était un cadre qui était très souple et en particulier pas du tout protecteur pour les consommateurs. Donc il fallait avancer vers des règles un petit peu plus strictes, et c'est ce que va faire MiCA. Et vous là-dessus, Benjamin? Parce que, juste quand même pour rebondir là-dessus, effectivement, vous n'êtes pas législateur, mais de fait, que ce soit sur la loi Pacte ou sur MiCA, vous êtes sollicité parce que c'est vous qui allez quand même aussi faire appliquer, enfin je veux dire réguler le secteur. Donc là-dessus, vous avez un rôle essentiel. Donc voilà, c'est juste pour préciser ce point-là. Alors, on n'est pas législateur non plus, déjà c'est important de le dire. C'est vrai que c'est une bonne question et peut-être que l'avenir le dira. Clairement, MiCA est quand même un gros pavé, hein, donc il va falloir, surtout pour des entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude d'être sujettes à des règles, l'intégrer. On est bien conscient de ça et du temps que ça va prendre. Après, il faut rappeler qu'effectivement, il y aurait eu un autre choix qui aurait pu être fait, c'est d'essayer de faire rentrer les crypto-assets dans la législation existante. Et rappeler que quand même MiCA est une législation spécialisée, avec des règles quand même qui se veulent adapter à ces produits. Voilà. Et du coup, en tout cas, la philosophie a été d'avoir quelque chose qui est vraiment ajusté aux produits. Et en même temps, finalement, il y a le même régulateur, et justement c'est en lien avec la problématique de la table ronde, c'est que c'est certes une législation qui est spécifique, mais en attendant, le régulateur est le même que pour les marchés financiers traditionnels. Là-dessus, est-ce que vous voyez finalement ces deux classes d'actifs au sens large avancer, j'allais dire de manière parallèle? Est-ce qu'à un moment donné, elles vont se rejoindre? Enfin, comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement, peut-être à 5 ou 10 ans, MiCA disparaisse pour finalement qu'il y ait une intégration plus globale en fait, de tous les actifs financiers?
Alors déjà, c'est peut-être important de rappeler que en fait, le fait d'appeler un actif un cryptoactif ne veut pas dire forcément qu'il va tomber dans le champ de MiCA. Hein. On peut très bien imaginer que voilà, on digitalise une action, l'action restera une action en vérité et sera encore sujette au régime traditionnel. Ce qu'on voit aussi, et ce qui est peut-être important de rappeler, c'est que finalement derrière l'innovation technologique peut être par exemple la technologie des registres décentralisés et de la blockchain, il y a finalement une façon d'échanger ces actifs qui est assez traditionnelle. Et notamment, il faut rappeler que 90% des échanges de crypto se font sur des plateformes centralisées, qui en fait sont des plateformes, et non pas directement sur la blockchain, donc qui sont des plateformes en parallèle de la blockchain, et qui fonctionnent de façon très similaire à une plateforme d'échange sur les produits. Donc il y a quand même un parallèle qui est déjà existant. En fait, il y a des similarités qui existent déjà et qui peuvent effectivement appeler à un rapprochement. Ok, et alors justement dans l'application alors de cette régulation, comment vous allez faire pour justement bien déterminer quels sont, on va dire, des actifs qui relèvent de MiCA et ceux qui ne relèvent pas de MiCA, indépendamment de l'appellation? Comment vous allez finalement permettre au secteur de se structurer autour de cette régulation? Alors ça, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement technique et sur lequel on travaille en ce moment, donc je n'ai pas de choses très concrètes à dire, si ce n'est qu'on va publier des guidelines là-dessus, en essayant justement de clarifier cette frontière-là. C'est vraiment des sujets qui ne sont pas évidents, qui pour l'instant, même le concept d'instrument financier au niveau européen n'est pas forcément harmonisé, que vous alliez, je ne sais pas, en Pologne, en France ou à Malte, il n'y aura pas forcément la même définition, mais voilà, c'est un des sujets prioritaires et un des chantiers prioritaires de MiCA, clairement d'essayer de clarifier cette frontière, et on devrait publier quelque chose assez rapidement là-dessus. Et alors justement, sur ce qui s'est passé pendant 4 ans en France, est-ce que le fait que justement il y ait une régulation, alors qui n'était pas totale sur les cryptoactifs, mais en France, Charles, quel effet ça a pu avoir sur le secteur? Est-ce que vous avez constaté finalement que ça a permis de le structurer? Alors évidemment, on est passé aussi par une crise, mais est-ce que vous avez vu que ça avait un impact dans la protection des consommateurs? Est-ce que ça a eu un impact dans le développement des acteurs? Enfin, est-ce que vous êtes capable de faire un bilan en fait 4 ans après de ce que Pacte a pu faire sur le secteur des cryptoactifs? Je reviendrai après sur la question que tu as posée à Benjamin parce qu'elle était très intéressante sur la réglementation financière, mais en effet sur la loi Pacte, je pense que clairement on peut dire quand même que c'était globalement un succès. Hein. Je pense qu'il y a plus d'une centaine de PSAN, enfin 100 d'ailleurs exactement, je crois depuis mardi, 100 PSAN qui sont enregistrés par l'AMF. Je pense que c'est vraiment c'est un gros chiffre, hein, c'est quand même beaucoup, et je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, de voir aussi d'où on partait, à la fois en termes législatifs, en termes d'autorité. On partait de zéro, donc il y a des gros moyens qui ont été mis en place par les autorités, par l'AMF, par également l'ACPR qui contrôle les règles de lutte contre le blanchiment. On a organisé des centaines et des centaines de rendez-vous avec l'écosystème pour le comprendre, pour comprendre ses spécificités, pour l'accompagner en plus ensuite dans les dossiers qui devaient être déposés, et puis également pour construire toute l'expertise interne, la doctrine juridique et tout ce qui accompagne et ce qui est nécessaire aux acteurs pour pouvoir évoluer. Donc je pense que la loi Pacte, elle a sans aucun doute construit un écosystème dynamique grâce aussi aux associations professionnelles, France FinTech ou l'ADAN, qui ont évidemment permis de voir émerger cet écosystème. Voilà, il est maintenant temps, comme je disais, de passer la marche supérieure et d'accompagner cet écosystème vers celle de MiCA, le futur règlement européen. Et comment vous travaillez ensemble? Parce qu'effectivement, il y a l'échelon national, après européen. Comment dans cette phase, parce que c'est vrai qu'on se pose la question de savoir comment MiCA va être déployé à l'échelle européenne, vous travaillez ensemble, il y a des groupes de travaux, vous essayez de mutualiser les efforts? Je commence. En fait, il y a sans rentrer après dans le côté trop technique de l'architecture de la supervision en Europe, mais il y a des strates donc, de supervision au niveau national, au niveau européen, et la Commission européenne, et d'ailleurs les co-législateurs européens au sens large, quand ils écrivent un texte, ils renvoient certaines dispositions qu'on appelle des textes d'application à l'autorité européenne spécifique, et en particulier sur les marchés financiers. C'est donc l'ESMA qui est chargé de les rédiger. Mais l'ESMA s'appuie sur les 27 autorités nationales via des groupes dédiés, et en particulier sur la finance digitale. Il y a un groupe dédié à la finance digitale que Benjamin connaît évidemment très bien puisqu'il l'anime, et donc
Et donc voilà, et donc nous évidemment on participe directement à l'AMF à l'effort collectif européen pour construire ces textes d'application. Et ça va, ils bossent suffisamment à l'échelle nationale, les régulateurs? Non, ils font partie des bons élèves, c'est sûr. Et pour revenir peut-être un peu sur l'approche française qui a été faite, je crois que c'est quand même quelque chose, enfin moi en tout cas c'est ça qu'on en voit de notre point de vue, qui je crois a été apprécié par les acteurs du monde crypto, que la France anticipe beaucoup sur la réglementation à venir, que la réglementation nationale qui s'applique aujourd'hui en France permet aussi d'anticiper sur les règles MiCA, et je crois que c'est vraiment apprécié l'approche qui a été prise. Il y a quand même deux points qu'on est obligé d'aborder et qui sont entre guillemets sensibles. Le premier, c'est que MiCA ne couvre qu'une petite partie de tout ce qu'on qualifie de crypto-actifs, parce que c'est vrai que ça va permettre donc de réguler. Il y aura l'agrément pour les plateformes, mais par exemple, il y a encore des inconnus sur tout ce qui est, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais sur la DeFi, sur les NFT. Donc là-dessus, en fait, MiCA n'a couvert qu'une partie. Et puis, la deuxième chose, c'est que, et d'ailleurs l'ESMA a communiqué dessus il y a 2 jours, c'est qu'effectivement vous avez l'air de plutôt vous féliciter du fait que MiCA avance, et en même temps, comme vous l'avez souligné dans un communiqué, ça va mettre du temps pour se mettre en place, et qu'aujourd'hui ça n'est pas effectif à l'échelle européenne, et qu'effectivement les particuliers ne sont pas protégés dans le cadre de MiCA. Donc là-dessus, est-ce que vous pourriez juste nous donner un peu de visibilité sur le calendrier, à la fois pour le secteur et justement les particuliers investisseurs? Alors c'est vrai qu'on a publié ce communiqué. En fait, pour nous, ce qui est important, c'est de ne pas donner l'impression que MiCA va régler tous les problèmes et va transformer le plomb en or quelque part. Donc on veut quand même continuer à attirer l'attention en particulier des investisseurs sur les risques que présentent ces actifs et vraiment les encourager à se poser les bonnes questions avant d'investir sur ces marchés-là, voilà, de bien comprendre à qui ils ont affaire, à qui ils donnent leur argent, dans quels actifs ils mettent leurs économies. Donc voilà, on a vraiment insisté sur ce point-là en termes de calendrier. Bon, ce qui va se passer dans les prochains mois, là, il y a encore une année de développement législatif où on est en train d'écrire des textes d'application qui devraient être finalisés pour la plupart d'ici le mois de juin. Et à partir de là, on va rentrer vraiment plus dans l'application des règles et les procédures d'autorisation qui vont se mettre en place. Et au niveau français, évidemment, on travaille en étroite collaboration avec l'autorité européenne pour construire ces textes d'application qui, je le rappelle, servent directement aux acteurs. Il ne s'agit pas de remettre une surcouche réglementaire. Les textes d'application, c'est pour préciser, expliciter, expliquer les textes qu'on appelle de niveau 1, ça veut dire les règlements directs. Et nous-mêmes, après, au niveau français, on a d'ores et déjà travaillé à modifier la réglementation française pour qu'elle soit totalement en ligne avec la réglementation européenne. Alors évidemment, il y a toujours des écarts, mais par exemple, sans rentrer dans le détail, l'agrément PSAN, qui est la marche au-dessus de l'enregistrement PSAN, qui est actuellement optionnel, eh bien, ces dispositions dans le règlement de l'AMF et également dans la doctrine de l'AMF ont été ajustées en grande partie pour permettre à ce que les acteurs qui respectent cet agrément PSAN français puissent obtenir après, le plus rapidement possible, l'agrément MiCA. Et également, une précision sur la période transitoire. Il y a une période donc de 18 mois qui s'applique pour les acteurs français qui pourront, à partir de l'entrée en application de MiCA, qui est donc au 30 décembre 2024, pendant encore 1 an et demi, construire leur dossier et présenter leur dossier aux autorités pour pouvoir obtenir l'agrément MiCA. Et pendant ce délai-là, ils pourront continuer à exercer sur le territoire français. Moi, j'avais juste pour revenir sur un point que vous avez un petit peu évacué, vous y avez répondu, mais pas totalement. C'est quand même sur, à partir du moment où on va avoir une réglementation à l'échelle européenne, il y a quand même la question de l'application. Typiquement, Charles et l'AMF vont s'occuper de cette application à l'échelle française, enfin surveiller que c'est bien le cas. Est-ce qu'il n'y a pas, et justement aujourd'hui il y a l'écosystème français, on est à Paris, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une forme de concurrence réglementaire avec, je sais pas moi, des pays et des régulateurs qui seraient peut-être un peu moins regardants et qui donc, sachant qu'on sait qu'en France on a un bel écosystème, pourraient être tentés, on va dire, d'avoir une vision plutôt souple de la réglementation et donc d'attirer à eux des acteurs, par exemple français, qui seraient confrontés. Alors, je ne sais pas si Charles aura une approche voilà, hyper stricte, mais je veux dire, c'est un risque. Comment vous allez le gérer? Alors, ça, c'est un risque qui est réel et qui est vraiment une de nos priorités aussi.
c'est de faire en sorte qu'en gros, les règles s'appliquent dans toute l'Union européenne de la même façon. Il y a toujours, même que si on parle de règlements ici européens, qui sont des lois d'application directe, il y a toujours une marge de manœuvre qui est laissée en fait aux pays, et qui existe en fait pour les pays dans la façon dont les lois sont appliquées. C'est peut-être aussi important de rappeler le concept de passeport en droit européen, c'est-à-dire que peu importe dans quel pays vous êtes autorisé, vous avez le droit d'offrir vos services dans toute l'Europe. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de faire en sorte que ce ne soit pas utilisé pour aller au moins demandant. Et donc, c'est une vraie priorité pour l'ESMA de mettre en place des discussions pour essayer de faire en sorte que les pays soient le plus alignés possible. Alors ça passe par du partage d'informations sur qui a fait des demandes d'autorisation dans quel pays, sur mettre en place des procédures d'autorisation qui sont les plus similaires possibles. Et c'est vraiment une de nos grosses priorités sur lesquelles on met beaucoup de ressources en ce moment. Oui. Là-dessus, Et oui, évidemment, au niveau français aussi, c'est une attention, je dirais, de tous les instants pour l'AMF. Et je dirais même, ça évidemment ne se limite pas du tout qu'à l'univers crypto. Hein. Dans tout l'univers financier, ce débat, on appelle ça le level playing field, de terrain de jeu égal pour les acteurs. Il faut qu'il soit le même en France que dans les autres pays. Le gros avantage de MiCA, c'est que c'est un règlement, donc c'est-à-dire d'application immédiate. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transposition en droit français, ce qui limite évidemment les interprétations. Et après, nous, à l'AMF, on a été très clairs, hein, je pense que, par exemple, notre présidente l'a rappelé lors des orientations stratégiques de juin dernier, il y a une exigence qui est demandée aux prestataires et à tous les acteurs des marchés financiers, mais en même temps, il n'y a pas non plus de surinterprétation de la règle. C'est la règle, juste la règle, et on ne va pas demander aux acteurs des compléments par rapport à ce qui est édicté au niveau européen. Merci beaucoup pour ce point. Sur justement l'avenir de MiCA, encore une fois, on voit bien que le secteur se normalise. Le fait même qu'il y ait une réglementation montre bien qu'il y a quelque chose à réglementer, donc que l'écosystème se développe. Est-ce qu'on peut imaginer que justement la réglementation qui est aujourd'hui un peu taillée sur mesure pour ces cryptoactifs, encore une fois, est-ce qu'elle a vocation à, je veux dire, durer dans le temps, ou alors est-ce qu'on peut imaginer que, je ne sais pas moi, les deux se rejoignent, quand on va en parler après, justement, on sait que la finance traditionnelle s'intéresse de plus en plus à ces sujets, via la tokenisation, donc finalement les deux mondes vont peut-être converger. Est-ce que ça a du sens à terme de continuer? Est-ce que MiCA n'est pas simplement transitoire, c'est-à-dire qu'on a créé un framework particulier pour voilà, une courte durée, et est-ce que vous pensez voilà, que ça va être pérennisé, ou alors est-ce qu'on va basculer vers un système plus homogène, ce qui aurait peut-être du sens? Ça rejoint un petit peu ta question tout à l'heure, notamment sur les liens entre la MiCA et la finance traditionnelle, et aussi est-ce que MiCA a été inspiré par les marchés financiers. Je pense que le choix qui a été fait au niveau européen, c'est vraiment, encore une fois, c'est quelque chose d'assez vertueux. On n'a pas rattaché les cryptos aux instruments financiers. Il n'y a aucun signe qui montre que ce sera le cas demain. Et pourquoi il y a cette inspiration directe de la réglementation financière? Tout simplement parce que la réglementation financière, elle n'a pas été bâtie pour embêter les gens, hein, si je puis dire. Elle a été bâtie pour protéger les gens, protéger les épargnants, et vendre des produits financiers, vendre des produits d'investissement, vendre des cryptos. Ce n'est pas la même chose que vendre des biens de consommation classiques. C'est des biens que les gens achètent, sur lesquels ils investissent, sur lesquels ils font des placements qui leur servent après pour leur vie, pour leur retraite, pour le faire fructifier. Et donc en fait, c'est pour ça que toutes les règles, je dirais, de bon sens qui ont été mises en place sur les marchés financiers, elles sont évidemment duplicables dans l'univers crypto. Je pense à toutes les règles qu'on appelle de bonne conduite, agir de manière loyale, équitable. Toutes ces règles qui s'appliquent aux acteurs des marchés financiers, elles doivent également s'appliquer aux acteurs crypto, comme des garanties prudentielles pour s'assurer de la solidité des acteurs, ou par exemple quand on est un client d'une société crypto, on doit pouvoir avoir un processus de traitement des réclamations, comme on a par exemple vis-à-vis de son banquier ou sa compagnie d'assurance. Ça paraît assez sain. Néanmoins, je le rappelle, MiCA est un cas ad hoc, et donc c'est pour ça que des règles spécifiques ont aussi été mises en place pour prendre en compte les spécificités de la blockchain, et encore une fois, c'est une très bonne chose. J'ai quand même une question, enfin, je veux dire, on voit très bien ce qui se passe aux États-Unis, où finalement l'approche est totalement différente. Quand vous voyez les Américains qui veulent faire rentrer au chausse-pied justement tout ce qui est cryptoactif dans la réglementation financière classique, je serais assez curieux, et je pense que je ne suis pas le seul. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dites
finalement on a eu raison de créer un cadre ad hoc, ou alors est-ce qu'on est à côté de la plaque et en réalité il faudrait peut-être faire rentrer tout ça dans la régulation, enfin réglementation financière traditionnelle? Je ne sais pas si on est déjà les mieux placés pour répondre à cette question, et c'est peut-être aussi ouais, mais c'est vous qui êtes là. mais c'est moi qui suis ici, de répondre. En tout cas, c'est sûr ce qu'on en voit, encore une fois, des retours qu'on a, c'est que l'approche européenne a l'air de plutôt plaire. Et voilà. Disons que les Européens sont très contents d'avoir MiCA, mais après la question c'est de savoir ce qui va concrètement en sortir. On sait qu'on a un bel écosystème, mais c'est vrai qu'on s'interroge quand même quand on voit que les Américains ont pris le chemin diamétralement opposé. Mais justement, cette orientation, la manière dont les Américains l'ont prise, elle est complètement différente de celle dont les Européens l'ont prise. Et donc, MiCA va aboutir. Il y a peut-être aussi des évolutions de MiCA. On parlait des NFT, on parlait de la DeFi. Voilà, tout ça, c'est encore des sujets qui restent à discuter et à sans doute élaborer aussi une réglementation adaptée pour ces produits-là et ces activités. Mais néanmoins, la direction, elle est claire et c'est pas du tout la même que dans d'autres juridictions où on a choisi, comme tu dis, au chausse-pied ou un petit peu de bon gré malgré, de rattacher les cryptos aux titres financiers. Ce n'est pas la direction qui a été prise en Europe. Ok, très bien. Et bon, il nous reste 3 minutes sur ce qui va se passer après. Donc MiCA, bon, c'est quand même un gros morceau et ça va vous occuper pendant au moins 18-24 mois. La suite, vous y pensez déjà ou finalement vous êtes déjà occupé par MiCA sur la régulation, notamment sur tout ce qui est DeFi, NFT, parce que les choses avancent très vite et il y a aussi beaucoup d'acteurs qui veulent un peu savoir ce qui va se passer à ce niveau-là. Alors, nous, c'est vrai qu'on est pour l'instant vraiment quand même focalisé sur les mandats qu'on a à faire et en faire en sorte que ce premier paquet MiCA soit appliqué et de façon, encore une fois, harmonisée en Europe. Et notre priorité, elle est vraiment là et on essaye de pas trop détourner notre attention sur des sujets MiCA 2 et des sujets aussi DeFi qui, pour le moment, sont des sujets extrêmement intéressants d'un point de vue réglementaire parce que c'est vrai que ça pose des questions vraiment nouvelles, mais qui restent des sujets un peu de niche. Maintenant, c'est sûr qu'on regarde ça effectivement de très près. On essaye déjà de construire une certaine expertise sur ces sujets-là. Et en fait, d'ailleurs, dans MiCA, il y a des rapports auxquels l'ESMA doit participer qui vont arriver très très vite. Donc voilà, c'est des choses effectivement qu'on regarde, même si notre priorité reste quand même sur le paquet qui vient d'être publié au journal officiel. Donc, complètement d'accord avec ce que vient de dire Benjamin. Je pense que la priorité numéro 1, c'est évidemment l'application de MiCA. Je pense que tout le monde doit s'y préparer. Les autorités doivent s'y préparer, nationales. Et on commence évidemment, on a déjà commencé depuis longtemps à le faire et on continuera à le faire, à accompagner les acteurs dans cette transition, dans la transition du règlement PSAN du régime PSAN vers le règlement MiCA. Également aussi, on travaille beaucoup avec l'ESMA et nos partenaires européens pour construire cette réglementation. Donc ça doit être vraiment pour les acteurs, et je pense que c'est un challenge collectif, autorités et acteurs FinTech, de se préparer dès maintenant à MiCA. MiCA, ça va venir vite, c'est 30 décembre 2024, il y a cette période de transition dont je vous parlais, mais il faut évidemment s'y préparer dès maintenant. Après, l'étape numéro 2, c'est en effet des réflexions sur d'autres sujets qui n'ont pas forcément été couverts par MiCA, j'en ai un petit peu parlé, la réglementation des NFT, on voit que c'est des produits qui s'éloignent quand même un petit peu de ce qu'est un cryptoactif, on va dire, traditionnel, avec des considérations artistiques de droits d'auteur ou autres. Et justement là-dessus, ça pourrait être du ressort du régulateur financier, typiquement les NFT, enfin, on peut imaginer que ce soit... on sait que par exemple aujourd'hui sur tout ce qui est jeux vidéo NFT, ça va être plutôt l'ANJ. Enfin, il y aurait des arbitrages peut-être de ce style. On a vu en effet donc, sur ces jeux Noom là, que du coup c'est l'ANJ qui va les prendre en charge parce que là on a vraiment des problématiques de jeu qui dépassent la simple problématique de crypto comme l'addiction au jeu ou les protections des mineurs. Pour les NFT c'est évidemment beaucoup trop tôt de le dire puisqu'il n'y a vraiment pas de cadre à ce jour ni au régime français ni au régime européen et la Commission européenne, c'est prévu dans le règlement MiCA, devra dans les 18 mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, produire un rapport qui dressera des pistes d'évolution sur la réglementation des NFT, de la même manière également sur la DeFi. Mais c'est beaucoup trop tôt pour dire comment sera organisée l'architecture de supervision. Ok, super. Dernière petite question avant de vous libérer, mais merci beaucoup. Est-ce que à l'ESMA, à l'AMF, on a déjà acheté des cryptos? Alors,
moi, j'ai pas de crypto personnellement, mais il ne faut pas prendre ça comme nécessairement voilà, un avis tranché sur la technologie ou sur le genre d'actifs. C'est aussi que voilà, on a beaucoup de règles de conflit d'intérêts qui aussi nous empêchent ce genre d'investissement. Nous-mêmes, on s'applique aussi des contraintes sur l'investissement, donc très bien. Et vous, Charles? Alors, je ne sais pas si je ne parlerai pas de mon cas personnel, mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment savoir à l'AMF, et je suis sûr que c'est le cas aussi dans d'autres autorités, mais il y a vraiment des experts crypto, des experts blockchain. Hein. Ce n'est pas des gens qui regardent la crypto avec des gros yeux en se demandant ce que c'est. Il y a des gens qui connaissent parfaitement tous les mécanismes, les protocoles de finance décentralisée, Proof of Stake, Proof of Work. Ça, c'est quelque chose qui est compris par des équipes d'experts. Après, est-ce qu'ils ont des cryptos ou pas? Il faudra leur demander. Mais... Ok, super. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous demandais de les applaudir. Et puis, bah, voilà. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Merci.